autour du thème « Qui a tué grand-maman ?» Alors vous l'aurez compris, l'idée de cette conférence et de cette thématique, ce n'est pas d'aborder le parricide, mais bien les liens intergénérationnels. Donc voilà, les intervenants qui ont accepté de rejoindre cette conférence vont pouvoir traiter ce sujet plus amplement et voir justement comment on peut conserver ces liens dans notre société actuelle. Merci à vous. On tenait vraiment à vous remercier parce que la contre-programmation fait que un grand débat d'entre-deux tours a lieu très bientôt, mais le replay existe et puis peut-être que vous en avez déjà entendu beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être présent. J'en profite juste pour rappeler quelques dates qui suivent cette semaine, donc toujours sur le thème « Qui a tué grand-maman ?» avec notamment la pièce de Karim Dacroub, ici présent, donc qui nous fait l'honneur aussi d'être intervenant sur cette conférence. Et donc c'est le Bal des Rêves qui a lieu demain et après-demain à 19h30. Et également, à la fin de la semaine, vendredi, une projection Le potager de mon grand-père, donc un film dont vous pourrez profiter. Et à l'issue de la projection, Karim Dacroub sera une fois encore présent. Cette semaine, c'est la semaine de Karim Dacroub. Sera aussi présent pour en parler avec vous à l'issue de la projection. Je passe la parole et je vous laisse... Ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue au Théâtre Liberté et bonsoir à tous les courageux, les pertinents, voire les mélanchonistes que vous êtes. Donc voilà, merci d'être là ce soir. Alors là, non, merci pas des choses qui fâchent. Merci d'être, surtout ici, merci d'être là. Pour parler de ce thème évidemment porteur, et on en a un petit peu parlé entre nous tout à l'heure, c'est à la fois un thème que l'on peut développer professionnellement, mais c'est aussi un thème qui forcément nous touche tous, parce qu'on a été enfant, on est parents, on est grands-parents, et la vie est faite de générations, de liens entre les âges. Et ce qui est important ici, aujourd'hui, c'est que vous avez face à vous des intervenants qui travaillent dans leur vie de tous les jours et qui ont forcément une histoire à vous raconter dans leur métier, et aussi dans leur vie intime, ou en tout cas dans leur vie familiale. Alors avec nous, on a tout d'abord Monsieur Séris, Jean-Jacques Séris, qui est le président de la Fédération des œuvres laïques du Var. Alors la folle, comme on dit, la Fédération des œuvres laïques du Var, c'est le projet d'une démocratie dans la société. C'est un projet démocratique pour offrir un socle à la citoyenneté, c'est ça? Oui. Ouais, c'est un petit peu ça? D'accord. Oui, c'est dans la tradition, en tout cas, de la Ligue de l'enseignement, former des citoyens pour une république. Voilà. Nous avons René Salle aussi, Madame René Salle, qui est bénévole du projet Lire et faire lire. Elle apporte la lecture, le livre, aussi l'échange aux enfants, aux adolescents dans les établissements. On a Marc-Olivier Padis ici, qui est directeur des études de Terra Nova, un groupe de réflexion, et vous avez été aussi directeur de la rédaction de la revue Esprit. On a Karim Dacroub, dont on a parlé tout à l'heure, donc metteur en scène du spectacle, le Bal des Rêves, joué aux Libertés demain et après-demain, et Karim qui est également le président de l'association libanaise Kayal pour les arts et l'éducation. Vous êtes aussi marionnettiste, et ça, vous allez nous en parler aussi, parce que ça, c'est important. Et Alex Massari, président du club RCT Espoir. Ah non, association. Association, écoutez, j'avais écrit que ça, mais depuis que je vous connais, vous avez quand même bien autre chose. Alex Massari, c'est un personnage, voilà, tout simplement, vous allez l'entendre. C'est un ancien proviseur, et c'est le grand-père de Valentine, qui est à côté de moi, et qui a souhaité, et qui est ravi d'être là pour parler non seulement de ce lien entre les générations, mais pour parler de ce lien avec ce grand-père. Et croyez-moi, il est haut en couleur. Alors voilà, justement, je vais commencer avec vous deux, parce que vous êtes une belle illustration de ce lien entre les générations, de ce lien qui fonctionne en tout cas. Comment vous pourriez le définir, Alex, si vous pourriez le définir en quelques mots, ce lien que vous avez avec Valentine? Vous allez prendre le micro, ça sera peut-être plus simple. Je regardais d'abord, c'est marché. Mais c'est plus que lien, quoi. C'est une reconnaissance, c'est une suite. C'est-à-dire que Valentine, c'est la suite d'une histoire familiale. Et je suis ravi de la voir parce que
enfin, je me reconnais en mieux, quoi. Donc, voilà, je crois que je ne peux pas en dire plus. Et puis, on s'est élevés ensemble, parce que je l'ai suivie depuis qu'elle est toute petite. On a eu la chance de la voir souvent, et donc je vous ai parlé de l'importance des parents. Et puis, on a aussi quelque chose qui nous lie, c'est qu'on est très engagé dans la vie associative et qu'on est très curieux. Et je suis ravi de voir qu'elle a 14 ans et qu'elle a une curiosité extraordinaire. Voilà, donc c'est... Un bel hommage en tout cas. Et vous, Valentine, en quelques mots? On va faire le test de Jacques. Ouais. Je pense que la relation qu'on a, enfin on a beaucoup de chance d'avoir cette relation-là parce que pas tout le monde a la chance d'avoir une complicité, je pense, avec son grand-père et sa grand-mère aussi. Enfin sa famille en général. Donc ouais, je trouvais que c'était une très bonne idée de faire ce débat-là et d'aborder ce sujet des relations intergénérationnelles parce que c'est quelque chose qui se perd un peu, surtout entre les plus jeunes et les moins jeunes. Donc voilà. Karim Dakroub, le lien entre les générations est important. Je vais vous passer le micro aussi. Oh, je vais prendre celui de Valentine. Ne vous inquiétez pas, je vais le laisser aussi. Non, Karim, c'est important parce que c'est aussi lié à l'identité personnelle. C'est une transmission d'identité. Et ça, c'est un travail que vous essayez de développer aussi, vous, dans vos créations particulièrement. Oui, bien sûr. L'identité, ça se transmet. Dans ce spectacle, Le Bal des Rêves, qu'on a fait avec Lucia Carbone et avec les autres amis, dans ce spectacle, il y a le grand-père et le petit-fils qui portent le même prénom. Et chez nous, c'est la tradition. Pour garder les traces, il y a le prénom qu'on le passe. Hein. Et avec le prénom, il y a le nom, il y a l'identité, il y a plein de choses qui passent dans les familles. Alors, même je vois compte une petite chose que mon fils, qui a le même âge de Valentine, il s'amuse parfois à dire « Moi, je m'appelle Jacques, Karim, Fakhreddin, Ibrahim, Amir ». Il raconte les ancêtres, voilà. Pour lui, peut-être, c'est un truc d'identité, je ne sais pas, mais il s'amuse à faire ça. Mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'on cherche toujours à trouver les traces. On est où, on vient d'où, on est qui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vie. Et je trouve que c'est très intéressant. René Salle, dans cette idée de transmission, vous êtes bénévole donc, du projet Lire et faire lire. Et dans cette idée de transmission, votre travail est important parce que vous perpétuez cette idée de transmission orale. Parce que la lecture, c'est effectivement la lecture, mais c'est aussi une méthode de compter, c'est une façon de parler aux autres. Et vous, pourquoi vous avez trouvé ce biais de la lecture pour parler aux plus jeunes que vous? Parce que d'abord, je ne sais pas trop inventer des histoires, donc il est beaucoup plus facile de prendre des supports livresques. Avant de répondre complètement à votre question, moi je ferai un constat. On parle souvent des grands-mères et de la place de la femme dans la famille. Or, vous constatez comme moi que jusqu'à présent, on a parlé du grand-père pour la pièce de théâtre, qu'on a parlé du jardin du grand-père pour le petit documentaire et le film, et que avec nous, nous avons un grand-père et sa petite fille. Tout ça pour vous dire que dans le cadre de Lire et faire lire, on a beaucoup de mamie lecture, mais pas beaucoup de papy lecture. Et ça, c'est un constat. C'est dommage, puisque les grands-pères, finalement, ont un grand rôle. On les met en lumière, en tout cas. Alors, pourquoi passer par le livre pour avoir un lien intergénérationnel? J'allais presque vous dire, comme quelquefois dans des échéances électorales, parce que le livre, c'est quelque chose de très... on l'a à proximité, j'aime moi-même beaucoup lire. Deuxièmement, pourquoi le livre? C'est parce que c'est un constat, là aussi, l'enfant actuel, mais déjà depuis de nombreuses années, s'éloigne du livre au profit d'autres supports qui ne sont pas nécessairement plus mauvais, mais qui sont autre chose. Donc,
Et d'ailleurs, en parlant de violence, puisqu'on parle des différents supports, on parle beaucoup de la violence des jeux vidéo. Si vous relisez les contes de Perrault, la violence, c'est pas la même. Heureusement que Disney est passé par là. Mais c'est pas la même, mais elle existe quand même bigrement. Donc l'éloignement des enfants, du livre, etc. La demi-heure passée, hebdomadaire passée avec un petit groupe d'enfants, on espère tout simplement qu'ils puissent se rapprocher de la lecture. C'est pas toujours gagné, mais ça peut arriver. S'il y en a simplement un, eh bien, ça sera un de plus qui lira peut-être plus tard d'autres romans et d'autres fictions et qui développera son imagination. Avant de parler avec Marc-Olivier Padis, juste on termine ce tour de table avec vous, Jean-Jacques Séris. Juste on parlait de laïcité tout à l'heure. Est-ce que dans la transmission, il y a aussi cette idée de transmission de valeurs? Parce que la laïcité est une valeur fondamentale ici, dans notre pays. Merci. La laïcité, c'est d'abord ce qui nous permet de vivre ensemble, en nous respectant les uns les autres, en laissant à chacun le droit de croire ou de ne pas croire, et en tous les cas de permettre l'exercice de cette liberté fondamentale qui est la liberté de l'esprit de chacun, dans le respect mutuel. Je ne vais pas faire un discours sur la laïcité, je pense que nous partageons ça, et ça, cette valeur-là, ou ce principe-là plus exactement, dont on sait que c'est un principe constitutionnel, etc., c'est bien quelque chose à transmettre, et je pense que dans la cellule familiale, c'est là que commence effectivement le respect, l'écoute, doit commencer le respect et l'écoute de l'autre, en laissant à chacun finalement sa dimension, celle qui va se créer par lui-même, et il va se créer par lui-même tout au long de sa vie. L'homme est en devenir en permanence dès l'instant où il arrive sur Terre. Donc dans ce respect-là, effectivement, il y a la nécessité, et c'est le rôle d'organisation comme les nôtres. Quand je dis nôtre, j'associe à celle d'Alex Massari, qui a présidé la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire à chaque instant de regarder en quoi il est important, nécessaire, capital de mettre l'homme au centre de tout, et d'essayer avec lui-même de construire finalement un destin commun. Et ce partage, cette tolérance nécessaire pour permettre ce partage et ce vivre ensemble, c'est un des axes finalement qui aujourd'hui a 150 ans, parce que nous fêtons notre anniversaire de création en 1866, et nous demeurons toujours dans cet axe-là, former les hommes, les citoyens, quoi. Dans ce vivre ensemble qui commence dans ce partage, parce que ce n'est pas simplement des liens intergénérationnels pour des liens intergénérationnels, c'est des liens de partage entre des générations, qu'elles soient dans la famille ou demain dans la société. Marc-Olivier Padis, alors vous avez donc longuement étudié ce thème. Juste en une question, parce qu'on aurait cette idée générale, pratiquement c'est a priori de se dire les liens se distendent et les relations se perdent. Il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux. Alors, est-ce que tout se perd ou pas? Effectivement, il y a un peu cette inquiétude dans la société de se dire il y a une rupture. C'est un peu ce qu'a dit Valentine, c'est une chance d'avoir cette relation. Donc implicitement, l'idée que ça se perd, c'est difficile, qu'il n'y a plus de transmission, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont quand même assez importantes. On peut citer, je n'aime jamais être très exhaustif dans mes listes, mais disons, il y a la rupture technologique, vous en avez parlé, c'est-à-dire effectivement, le livre, là, c'est un support qui permet d'éviter la rupture avec ce qui est vraiment frappant, cette génération qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire la génération de mes enfants qui vivent dans un univers numérique de façon extrêmement familière. Donc il y a cette rupture technologique qui est quelque chose qui donne le sentiment que les générations ont du mal à échanger parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences techniques, tout simplement. Ensuite, il y a l'évolution de la famille, qui est une chose très forte, c'est-à-dire l'éclatement des familles, la recomposition, les familles monoparentales, les évolutions autour de la filiation. Mais sur la famille, il ne faut pas voir simplement, disons, l'éclatement de la cellule traditionnelle familiale. Il y a aussi des éléments de recomposition qui font que
c'est une chose tout à fait surprenante, depuis 20-25 ans dans les enquêtes sur les valeurs, justement, quand on demande aux jeunes qu'est-ce qui compte pour eux, ils répondent la famille. Alors que, bon, j'ai pas besoin de vous rappeler que pour la génération des années 60, la génération de 68, etc., la famille, c'était pas vraiment la première des valeurs, c'était pas... Mais en même temps, comme vous avez compris, la famille a changé, c'est-à-dire c'est plus la même famille. La qualité des relations, la famille, disons, elle est un support de discussion, de soutien, en fait, surtout ce qui est pour les jeunes. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet parce que j'avais fait un rapport sur la jeunesse. Les jeunes voient la famille comme un lieu de soutien et plus du tout comme un lieu disciplinaire, comme il était considéré dans les années 50-60, et comme il était d'ailleurs en grande partie. Et puis il y a une troisième chose, je dirais un peu, dans ce sentiment de dissolution des liens de transmission, c'est l'enjeu économique. Parce qu'il ne faut pas cacher que la famille, dans le système social français, c'est un support de transmission aussi patrimoniale. Les enfants, par exemple, sont des ayants droit des droits sociaux des parents salariés. Donc il y a tout un enjeu économique autour de la famille qu'on voit dans les débats sur le niveau d'imposition, les parts supplémentaires pour les enfants au foyer, tout ce système très étrange dans, disons, les politiques familiales françaises qui font que on peut garder dans son foyer fiscal des grands majeurs à charge, par exemple. On considère en principe... Alors des tanguis, alors, on les voit un peu mal, mais personne n'a envie de renoncer à cette catégorie de grands majeurs à charge, qui est une espèce d'aberration d'un point de vue du droit, tout simplement. Je veux dire, il y a un moment où on est majeur ou on n'est pas majeur. On est dans une sorte de minorité, enfin on tient les jeunes en France dans une sorte de minorité économique et de dépendance économique qui est assez forte. Et en même temps, les jeunes ne s'en plaignent pas. Donc il y a quand même un compromis social qui est très très fort autour de la jeunesse. Justement, Marc-Olivier, vous avez beaucoup travaillé sur ces deux notions de majeur et de mineur. Est-ce que vous pourriez juste définir ou nous livrer votre définition, si je vous demandais ce que c'est aujourd'hui, dans notre époque, un majeur et un mineur? Ben, ça fait partie justement des incertitudes dans lesquelles on est plongé, c'est dire que les seuils, les étapes par lesquelles on passe ou on rentre dans l'âge adulte se sont un peu brouillés. C'est-à-dire évidemment il y a un grand marqueur qui est 18 ans, la majorité légale. En même temps, on parlait avec la Ligue de l'enseignement, de la protection judiciaire de la jeunesse, on sait que justement le seuil légal de la majorité pénale, il est mobile, et d'ailleurs il a tendance à descendre vers 16 ans, il y a même parfois des gens qui proposent de descendre à 14 ans, etc. Par ailleurs, l'indépendance économique, elle vient beaucoup plus tard. Hein. Elle vient vers 23, 25 ans. La décohabitation, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à son propre logement, elle arrive au-delà de 25 ans. Et donc, disons, même d'un point de vue strictement légal, disons, ce pivot de 18 ans n'est pas tout à fait clair. Or, toutes les sociétés ont besoin de rites de passage. Mais justement, dans les sociétés qui avaient trouvé un fondement religieux, les rites de passage, en général, c'était 12-13 ans. Pourquoi on est arrivé à l'âge de 18 ans? Qu'est-ce qui a défini l'âge de la majorité légale à 18 ans? Enfin, à la base, c'était à 21. On est déjà descendu à 18 ans. On est passé à 18. Il y avait une espèce de demande sociale. Mais ce qui s'est passé, en fait, de très étrange dans les années, autour des années 60, c'est qu'il y a eu cette apparition d'un âge nouveau. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on appelle la jeunesse, c'est un moment de transition entre la fin de l'enfance et le début de la vie adulte. Quand on finissait ses études à 14 ans et qu'on commençait à travailler à 14, 15, 16 ans, bon, il n'y avait pas de jeunesse. La jeunesse, ça n'existait pas. La jeunesse, c'était réservé à la jeunesse bourgeoise. Je rappelle qu'en 1900, 1% d'une classe d'âge avait son bac. Et donc, le 1% qui continuait des études, bon, ils étaient jeunes, c'était un groupe social très très particulier. Ce groupe social s'est massifié à partir des années 60, et on a découvert cette période intermédiaire dont on ne sait pas trop quoi faire, qui est la jeunesse, on ne sait pas exactement comment la définir. Ils ont 18-24 ans dans les enquêtes, par exemple, électorales, on dit les jeunes c'est 18-24 ans.
En même temps, les gens de 26 ans se sentent quand même encore jeunes, quelques années. Donc il y a cet âge de la vie nouveau qui est apparu. Et d'ailleurs, symétriquement, on peut dire aujourd'hui, il y a un nouvel âge de la vie qui est apparu entre la retraite et le début de la vieillesse. Parce que on dit toujours que la société vieillit, en réalité elle rajeunit, parce que disons que on ressent physiquement disons, les difficultés de la vieillesse beaucoup plus tard aujourd'hui qu'avant. Et donc il y a un nouvel âge de la vie qui s'est créé entre la retraite et puis le début, disons, des difficultés physiques de la vieillesse autour, disons, en moyenne médicale, c'est 75 ans que les problèmes, vraiment les maladies chroniques commencent. Et donc on croit que, disons, on parle de quatrième âge, parce qu'on pense que, comme la vie s'allonge, il y a eu un âge qui s'est rajouté après le troisième âge. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que la vie s'allonge, mais en même temps, tout le monde rajeunit un peu, et il y a un nouvel âge de la vie qui est venu s'intercaler entre la fin du travail et le début de la vieillesse, qui est, disons, un âge de l'activité dorée, c'est-à-dire le moment où on est à la retraite, on est très actif, on est militant, dans le meilleur des cas, à la Ligue des droits de l'homme, on participe à votre association, il y a beaucoup de jeunes retraités qui sont actifs comme ça. Donc, juste un mot, disons, l'échelle des âges a changé. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte, l'âge mûr, etc. Et en fait, à la fois, l'ensemble de l'échelle des âges a changé, et puis les transitions sont plus floues d'un âge à l'autre. Avant de juste repasser la parole à Alex et Valentine, juste un mot justement sur cet âge doré qui existe aujourd'hui, mais qui n'existera peut-être pas justement pour ma génération. Moi j'ai 35 ans, la génération de Valentine qui a 14 ans et demi. Comment ça va se passer du coup, nous, notre transition à nous? On va pas lancer de débat sur les retraites, il y en a qui le font assez bien là en ce moment même. Non, mais si, justement, je crois que c'est un tort, ça fait partie des angoisses de la société française, de penser que tout notre système social est en train de se déliter discrètement, de se détricoter maille par maille. En fait, c'est assez faux, c'est-à-dire que notre système par répartition est assez robuste. Il est robuste surtout à long terme. En fait, on a un problème disons, à l'échelle de 10-15 ans, il y a une petite bosse à passer avec les baby boomers qui sont un peu nombreux, mais après, on a tout reparamétré. C'est pas un reproche, hein, d'ailleurs, mais on a tout reparamétré. En fait, on a fait aujourd'hui, enfin successivement, les gouvernements successifs de droite, de gauche, on fait des réformes qui font que notre système de retraite par répartition, il est robuste, il va tenir sur le long terme. Même s'il faudra peut-être faire des efforts ici ou là, mais c'est pas impossible. Or, aujourd'hui, en termes de transfert générationnel, il faut avoir, disons, dans les grandes masses, en tête le fait que c'est vraiment les retraites qui assurent le système de transmission entre les générations. C'est-à-dire que, disons, dans les sociétés traditionnelles, on a des enfants pour que les enfants vous nourrissent dans votre vieil âge, c'est pour ça que les gens avaient beaucoup d'enfants, mais en fait nous c'est plus le cas avec notre système de redistribution, on a plutôt inversé le système et on a libéré, disons, c'est ça pour boucler sur le changement de l'idée de la famille n'est plus ce lieu de contrainte de la transmission, on est obligé de soutenir ses vieux parents, etc., parce qu'on a socialisé tout ça. Alors la socialiser, ça ne suffit pas complètement parce que sur la dépendance, on n'a fait aucune réforme et donc on ne sait pas comment financer la dépendance. Et aujourd'hui, la dépendance repose sur les familles. Donc il reste quand même... Mais il faut voir qu'en termes, disons, d'efforts collectifs, et on est une société qui fait un effort de solidarité intergénérationnelle qui est vraiment important et qui marche et qui est robuste. Alors cette idée de solidarité, ça c'est intéressant. Alex Massary, quand on a discuté ensemble, vous m'avez dit on ne laisse pas de place aux jeunes dans notre société et surtout vous dites les jeunes sont très patients avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire, on a parlé de transmission. On a toujours l'impression que c'est les anciens qui détiennent la vérité et qui doivent le faire descendre vers les jeunes. Je crois que si on écoutait beaucoup plus les jeunes, si on regardait avec leurs yeux, si on essayait de mieux appréhender leurs problèmes, il y aurait beaucoup moins de conflits intergénérationnels parce qu'il y a certains problèmes qui sont communs à toutes les générations. Et puis, on a eu une vision très négative des jeunes, puisque
Je crois qu'on leur reproche surtout d'être jeune quand on ne l'est plus. Et je crois qu'on ferait bien d'être beaucoup plus à leur écoute, ce qui ne veut pas dire qu'on doit accepter tout ce qu'ils disent, mais au moins on devrait savoir ce qu'ils disent. Alors après, pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont très patients? Quand on voit le monde qu'on va leur laisser, quand on voit la place qu'on leur laisse, hein, et moi ce qui me fatigue beaucoup, c'est, je parlais, ça c'était un peu une provocation, des disques qu'on peut entendre, des fois des disques, vous voyez que je retarde, des morceaux... Les 45 tours. Oui, non, je parlais des 78, mais non, ce que je voulais dire... Les 78 tours, c'est les trucs tout mous là, c'est ça? Non, au contraire, très dur. Ah oui, très mais il dur. n'y avait pas un truc tout mou aussi là? Non? Non, Ah, non, excusez-moi, non, c'était autre chose. Non, ce que je voulais dire, c'est que même dans les animations d'après-mariage et tout, je suis un peu fatigué d'entendre sans arrêt Alexandrie, Alexandra, qui est devenu quelque chose de mythique, mais qui ne correspond pas à ce que peuvent attendre les jeunes. Et que lorsque les jeunes imposent leur musique, on dit qu'ils imposent leur musique. C'est pas qu'ils l'imposent, c'est que tout simplement, ils en ont peut-être assez d'entendre des musiques d'un autre âge. Hein, voilà, Et ça, ce côté-là, je crois que... Bon, après, je sais que c'est... il y a Claude François est encore plus connu maintenant depuis qu'il est mort, parce que finalement, quand on voit tout ce qu'il fait maintenant depuis qu'il est mort. Mais je crois que le problème intergénérationnel, c'est un problème de regard qu'on doit porter sur la jeunesse. Hein, et on a un regard condescendant, alors que je m'aperçois, grâce à Valentine et puis d'autres jeunes, qu'ils sont de plus en plus autonomes, qu'ils sont de plus en plus cultivés, qu'ils sont très curieux, qu'ils sont ouverts sur le monde, et beaucoup plus que ce que moi je pouvais l'être à leur âge. Hein, et on continue à considérer que c'est des bébés qui n'ont rien compris, qui n'ont rien vu, voilà. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer. Hein, c'est le regard qu'on porte sur les jeunes. Valentine, je suppose que c'est un tuteur, sans mauvais jeu de mots, beau et important d'avoir un grand-père qui pose à ce point-là ce regard bienveillant et respectueux de la génération à laquelle vous appartenez. Oui, complètement, parce que pas tous les grands-parents portent ce regard-là sur la jeunesse en général, et même les adultes, il y a une façon de voir la jeunesse qui est pas forcément positive. Qui n'est pas forcément positive en ce moment. Enfin, ça a toujours été, je pense que ça a toujours été de dire que oui, les jeunes, c'est plus comme avant, c'était mieux avant, etc. Même moi, je pense que quand je serai plus vieille, je dirais ça en fait. Donc oui, c'est bien de porter ce regard-là sur la jeunesse. Après, je pense que nous aussi, on a beaucoup à apprendre malgré tout des anciens. Je sais pas trop comment. D'ailleurs, c'est quoi le mot approprié? Oui. Je ne sais pas. Même l'intellectuel ne me dit pas. Bon. Ouais. Non, mais les seniors, les anciens, les plus âgés. Les plus âgés. Cheveux d'argent. Ouais, vous avez raison. Le terme le plus affectueux est le mieux. Voilà. Mais non, on va le trouver ensemble. Oui, bon, ouais, on va dire les seniors, je pense, oui, on a les aînés, on les appelle les aînés. Bref, oui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi des générations qui ont vécu avant nous, parce que le monde évolue, mais malgré tout, on a toujours, même pour notre culture, comme tu disais, des choses à apprendre qui sont importantes à transmettre aux prochaines générations et à apprendre pour nous-mêmes aussi. Voilà. À propos, quand même, je peux intervenir? Bien sûr. À propos de la transmission, on la regarde actuellement, vous en parlez d'une façon très belle, du plus vieux vers le plus jeune. Il me semble, moi, qu'avec le développement technologique, en fait, sur pas mal de points, c'est les plus jeunes. Moi, mon petit-fils m'apprend à manipuler l'ordinateur, ou plutôt la petite tablette, etc. Donc je crois que là, on est revenu enfin, on n'est pas revenu, mais il y a une espèce de compensation qui se crée. Ce n'est plus du sens vieux-jeune, moi je dis vieux, hein, j'en fais partie, donc, mais c'est aussi du sens, la transmission s'opère du sens jeune au plus vieux. Excusez-moi d'avoir interrompu. On vous en prie.
Et j'avais une question justement à Karim Dakroub. Dans le bal des rêves, justement, vous parlez de ce lien rompu, là pour le coup, entre des jeunes et des plus anciens. Et justement, par l'interférence, et cette relation justement est peut-être parasitée par l'existence des médias, de tous ces réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous estimez aussi justement que cette génération tactile perd quelque chose avec l'utilisation justement de ces nouveaux moyens de communication? Oui, le nouveau moyen de communication, c'est quand même un moyen de communication. C'est fait pour ça. Mais même avec ça, c'est un moyen pour la rupture de communication, parfois, si on l'utilise mal ou bien si on l'abuse en l'utilisant. Dans le bal des rêves, c'est un spectacle qu'on a fait au début avec Lucia Carboni qui est là-bas. C'est un spectacle, quand on a commencé à faire le spectacle, on a fait des recherches avec des personnes âgées, avec des enfants et avec des adultes, des ateliers durant 1 an. Et là, sur le rêve, à quoi tu rêves? Alors, les personnes les plus âgées disent non, moi je rêve plus, moi je suis plutôt dans les souvenirs. C'est là le rêve éveillé. Mais c'est bien, c'est quand même, c'est un rêve, c'est quelque chose de très bien, très intéressant. Et dans le bal des rêves, on a décidé dès le début que dans notre société, il y a un problème de communication. Ce problème de communication, ou bien c'est un problème d'interruption de communication. C'est grâce au rêve imposé. De rêver, pas de l'être, à de l'avoir. Je ne rêve pas d'être quelque chose ou quelqu'un, je rêve d'avoir quelque chose. C'est le rêve imposé, c'est le rêve de la consommation qu'on impose à travers les écrans, à travers les téléphones, à travers les portables, à travers tout ça. Et avec ce rêve-là, avec ce type de rêve qu'on nous passe, on arrive à vraiment interrompre nos relations et interrompre nos liens humains. Ce grand-père qui vient dans notre histoire, il vient pour vraiment retisser ces relations humaines. Parce qu'il y a les relations à travers les Facebook, tout ça, hein, mais il y a les relations humaines en direct, qui sont vraiment les plus importantes, qui ont vraiment la valeur la plus importante dans notre monde. Et même si on ne parle pas la même langue, on parle des langues différentes, mais on arrive à communiquer à travers le regard, à travers le toucher, à travers plein de choses vraiment humaines. C'est ça, dans ce spectacle, on parle surtout de ça. On parle surtout du contraste, de la contradiction entre les moyens de communication qui arrivent à interrompre la communication et la communication elle-même. Le titre de cette conférence et de ce thème est emprunté donc à Michel Polnareff qui a tué grand-maman, et la suite de la chanson c'est Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? Jean-Jacques Serris, est-ce que on prend le temps aujourd'hui justement de construire, de communiquer déjà, et de construire une relation de qualité entre les jeunes et les anciens? Non. Il faut des raisons pour ça. Il faut le vouloir et il faut des conditions qui le permettent. On a évoqué il y a quelques instants le terme la retraite dorée. Certes, ma génération, pour partie, est allée jusqu'au bout de leur métier. Nous avons une retraite qui nous permet de vivre sans devoir travailler encore, qui nous permet de gâter nos petits-enfants et d'avoir un partage. Ils nous apprennent beaucoup, je ne redirai pas tout ce qui a été dit, je le vis de même façon. Mais cette retraite dorée, si elle est pour beaucoup, pas tous, encore aujourd'hui, il n'est pas certain que demain elle le soit pour tous, et encore plus. Et je crois que la problématique qui aujourd'hui nous concerne, c'est cette tranche de population dont vous avez parlé, dans cette tranche d'âge. C'est pas celle qui peut être encore valide, qui, bien que n'ayant pas les moyens de vivre comme il le faudrait,
demeure encore dans un lien social et essaie de donner la qualité qui convient. C'est celle qui se trouve dans la solitude, qui se trouve dans l'isolement. C'est cette génération qui est en train aujourd'hui de vieillir. C'est nous demain, hein, et dans cette prise en charge dont vous avez évoqué, qui n'existe pas aujourd'hui au niveau de la collectivité. La dépendance n'est pas prise en charge par la collectivité, elle est prise en charge par ceux qui le peuvent, et ceux-là le pourront de moins en moins, puisqu'on connaît les moyennes des retraites en France, c'est, je crois, 850 ou 900 euros pour les femmes, et 1100 et 1200 euros pour les hommes. Et nous connaissons tous le prix les prix des établissements qui pourraient nous accueillir demain quand nous serons dans la dépendance. Alors je crois qu'on peut effectivement considérer, en termes de généralité, tout ce que nous disons, parce que ça fait partie de ce bien-vivre que nous voudrions pour tous. Et nous avons encore autour de nous, heureusement, des témoignages de ça. Alex, mon ami Alex et sa petite fille. Moi-même avec mes petits-enfants, je veux dire. Mais il ne faut pas s'arrêter à mettre simplement en exergue ces choses-là qui sont belles. Dans ce vivre ensemble dont je vous parlais, il faut s'occuper de ce qui va se passer demain. Et ce qui va se passer demain, ben, nous le savons, vous êtes sociologue et peut-être démographe un peu, parce que vous avez étudié les textes, les chiffres dans ce département, dans les années 2030, 60% de la population aura plus de 60 ans, et parmi ces 60 ans, la moitié aura 80 ans. Alors c'est pas le fait de dire, et c'est heureux que l'on puisse vivre de plus en plus longtemps, gloire à la science et à ce qui nous permet d'y arriver, mais dans quelles conditions? Alors moi je pense que ça aussi c'est important. Le lien entre les générations, c'est d'abord un lien de solidarité. Il faut préparer effectivement ces générations demain à vivre ensemble dans cette solidarité. Aujourd'hui, les choses ont changé. On sait très bien que c'est les vieux parents qui vont aider les enfants qui se trouvent dans des situations économiques difficiles, etc. Les conditions qui sont faites aujourd'hui, me semble-t-il, pour ce qui relève de la prise en charge du vieillissement, et en particulier du grand vieillissement, est un scandale de société. Il faut le voir comme ça, parce que les choses telles qu'elles sont organisées aujourd'hui ne prennent pas en compte du tout cette problématique. On pourra développer si vous le souhaitez. Vous parlez d'un lien de solidarité qu'il faut recréer. Est-ce qu'il existe aussi un lien de compréhension? Parce que je songeais là à la génération qui est née dans les années 80. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à dire que les jeunes aussi étaient désabusés, voire désenchantés. On en a fait aussi des chansons sur le désenchantement du monde, des livres aussi. Mais cette idée de désenchanter, quand on est dans les années 80, on est né avec la crise, on est né avec le sida, on est né avec énormément de choses qui, dès le début, vous plombent un peu la jeunesse, en 2-3 mots. Comment, à ce moment-là, continuer à pouvoir communiquer et avoir une communication de qualité entre des parents qui, évidemment, n'avaient pas connu cette crise économique, n'avaient encore moins connu, pour une grande partie, les problèmes sociétaux et les problèmes de maladie autour du sida. Comment créer, justement, une communication entre des générations quand on n'a pas du tout connu la même chose? Qui veut répondre à ça? Marc-Olivier, peut-être? Ben, c'est justement plutôt... Enfin, il faut le voir comme une opportunité et pas comme une impossibilité. C'est justement parce que chaque génération vit ses expériences de manière différente. C'est justement ça qui définit les générations. Le fait que, à un moment, à un âge donné, on est confronté à une expérience historique qui n'est pas la même que la génération précédente. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte d'incommunicabilité radicale de chaque expérience de communication, enfin de chaque génération, pardon. C'est ce qu'on appelait, pour la génération de 1914, le silence du permissionnaire, c'est-à-dire le soldat qui revenait du front, qui avait une permission, il revenait dans sa ferme, il ne disait pas un mot du front pendant sa permission, il repartait en serrant les dents, et à la fin de la guerre, beaucoup se sont tués. On connaît des expériences similaires pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la guerre d'Algérie aussi, bien sûr. Donc il y a toujours une part de mystère, de non-dit, de secret, d'incommunicable au sein des familles. Mais il y a aussi toujours un effort pour surmonter cet incommunicable, cette difficulté de parler. Donc ça, je dirais, il n'y a pas... Enfin, chaque génération, on peut avoir le sentiment d'être incomprise, sacrifiée. Il ne faut pas regarder une génération avec ce qui lui fait défaut.
mais ce qu'elle pourrait être. Oui, c'est-à-dire aussi chaque génération a des aspirations particulières liées à sa formation et au moment historique qu'elle vit quand elle est au moment de rentrer dans la vie active. Il y a une configuration très particulière. Moi, je suis de la génération, par exemple, qui a eu 20 ans en 1989. C'était la chute du mur, on s'est mis à voyager en Europe de l'Est, on avait le sentiment tout d'un coup que des opportunités s'ouvraient, etc. Bon, et, les générations 10 ans plus tard n'a pas le même sentiment. Donc ça, c'est le côté un peu mystérieux des expériences historiques, mais qui ne rend pas impossible les échanges, au contraire. Karim, on parle de génération, beaucoup là depuis tout à l'heure, et de société française. Vous, votre expérience au sein de la société libanaise est un petit peu différente. Les liens encore entre les générations est encore un petit peu différent. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette expérience que vous avez, vous, de la famille libanaise? La famille libanaise est différente, la famille arabe est différente, mais libanaise c'est un peu intermédiaire entre les autres arabes, parce que les Libanais sont... il y a une certaine ouverture différente avec l'Europe. Mais quand même, chez nous au Liban, il y a un peu trop de liens familiaux. Oui, un peu trop. Parfois plus qu'il faut. Pourquoi? Je vous dis là du point de vue clinique, puisque je suis psychothérapeute familial. Aussi. Et là, on reçoit parfois beaucoup de problèmes dans le couple à cause des interventions des seniors. Pourquoi? Parce que chacun ou chacune vient avec son vécu, son identité, qui est différente de l'identité de l'autre, l'identité familiale, le mythe familial, qui est différent du mythe familial de l'autre. Moi, je suis tel et moi, je suis tel. Moi, je veux que mon enfant soit tel et l'autre veut que son enfant soit différent. Et là, je trouve qu'il y a vraiment... que ça crée des problématiques. Mais est-ce que c'est vraiment problématique? Je ne sais pas, mais c'est très différent des valeurs qui sont ici. Ici, je trouve que les seigneurs se trouvent parfois seuls, au moment, à 18 ans, le jeune ou la jeune, ils partent parce qu'ils doivent partir, ils doivent aller vivre en indépendance, autonomie. Chez nous, non. 18 ans, 20 ans, 22, 24, si tu n'es pas marié, tu peux rester chez tes parents. Et en plus, les parents peuvent intervenir dans ta vie personnelle. Et, en France aussi. Oui, mais alors c'est ça la différence. Je trouve qu'il y a une grande différence. Mais maintenant, ça commence un peu à changer. Chez nous, même chez nous. Parce qu'il y a la société de consommation qui devient de plus en plus chez nous évidente. Et en plus, il y a les hommes et les femmes qui travaillent de plus en plus d'heures de travail. Il y a les enfants, les petits-enfants qui restent chez les grands-enfants. Pardon, c'est un lapsus, mais c'est bon. C'est chez les grands-parents, oui. Alors, il y a le lien entre les petits-enfants et les grands-parents, et il y a les parents qui sont absents. Et là, c'est une autre histoire, c'est une autre évidence qui se crée là. René Salle, juste en un mot, vous êtes une bénévole, mais aussi une spécialiste de la transmission. Comment on transmet, comment on fait le lien avec le livre, certes, avec des mots, mais tout en s'effaçant, c'est-à-dire en laissant aussi la liberté de l'enfant, pour le coup, de l'adolescent, de s'exprimer. Comment? Techniquement ou au niveau des valeurs? Émotionnellement, au niveau des valeurs. C'est quelque chose, j'allais presque dire, j'aime pas pourtant utiliser ce mot, c'est naturel. C'est-à-dire qu'à travers, par exemple, cette petite demi-heure
de partage de livres avec un petit groupe d'enfants, on peut faire passer énormément de choses. Ne serait-ce qu'au départ, la démocratie. Quel livre va-t-on choisir? Alors, toutes les situations sont possibles. Mais si vous voulez vraiment faire passer le vote, c'est peut-être le moment d'en parler en ce moment, à ce moment-là, chacun choisit un livre dans la bibliothèque où il se trouve et chacun va voter. Et on se rend compte que des enfants de maternelle ne votent pas particulièrement, systématiquement pour le livre qu'il a pris dans le bac à livres. Donc il y a donc cette transmission, elle commence par là, c'est-à-dire par des actes, par des gestes. On leur explique aussi qu'il y a quand même des règles. Chaque fois que l'on vit en groupe, obligatoirement, il doit y avoir des règles. Donc, on s'écoute. Chacun doit écouter l'autre. Si l'autre veut intervenir, plus personne ne parle. Il y a tous ces aspects, le respect de l'autre, tout cela se passe, mais se passe en acte. Après, lorsque l'on ouvre le livre, quelquefois, les enfants ne comprennent pas. Hein. Vous prenez une classe de maternelle, si on leur lit un conte, on essaie toujours de prendre quand même, on ne nivelle pas, hein, on essaie de... Donc, certains ne comprennent pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont entendu une fiction. Leur imagination fait son travail. Excusez-moi, je ne me rappelle plus votre question du début. Moi non. Mais la réponse était plus intéressante que la question. Voilà, on fait passer énormément de choses avec un bouquin, ou sans bouquin d'ailleurs, parce que on n'est pas... Je peux continuer? On n'est pas... l'activité, enfin le bénévolat dans l'association Lire et Faire Lire est quelque chose de très libre. C'est basé sur du volontariat. Et il y a des règles, bien sûr, qu'il faut appliquer, et qui sont des règles de bon sens, mais à partir de là, la liberté est totale. Et il m'est arrivé de passer une demi-heure avec des enfants sans ouvrir un livre. Tout simplement parce que les circonstances étant ce qu'elles sont, les enfants qui étaient là étaient des enfants qui n'étaient pas volontaires pour venir, ils étaient punis. Donc on leur a dit, allez, avec la mamie lecture. Et donc, là, donc il fallait, c'était pas marrant du tout, ni pour eux, ni pour moi. Et donc, on a commencé à parler, et pendant une demi-heure, on est parti, en fait, d'enfants qui étaient punis pour actes de violence, et qui étaient vraiment des enfants violents, agressifs, c'était des petits de CP. Et nous sommes arrivés, en parlant, en discutant, etc., ils ont terminé avec la recette de couscous de la grand-mère au bled où ils allaient toutes les années. Et ils étaient très calmes et très sereins. Donc c'est pas forcément à travers le livre que l'on peut faire passer quelque chose. Jean-Jacques? Oui, je voudrais profiter de l'intervention de René, parce qu'elle fait une transition d'une certaine manière. D'abord, ça l'évoque Lire et Faire Lire, il y a 250 personnes comme René, bénévoles dans le Var, et un appel est lancé pour qu'il y en ait toujours plus. Les interventions, vous le savez, se font dans les interclasses, etc., ou dans les centres de loisirs. Il y en a 250, ce qui est important, mais enfin le Var est grand, et je crois que cette expérience est riche et intéressante à se poursuivre, à se développer. Je parle de transition parce que là, on est dans le cadre de liens de génération qui n'est pas de nature familiale, n'est plus dans la famille. Ce sont des adultes des personnes retraitées qui vont intervenir pour s'associer à la transmission de valeurs, en tous les cas par le biais de la lecture. Ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives de liens entre générations, mais des générations des 40-50 avec les plus âgés. Ça, c'est intéressant aussi. Bien sûr, c'est pourquoi? Parce que peut-être ça ne s'apprend plus dans la cellule familiale, puisque celle-ci, là, on dit, a évolué, ou elle est plus ce qu'elle fut. Voilà. Il n'empêche que cette génération d'adultes, de jeunes adultes, qui commencent à s'intéresser, parce que peut-être font-ils des projections sur leur propre devenir, au passage, mais c'est parce que dans ce vivre ensemble dont on parle, c'est un vivre ensemble entre les générations et une solidarité entre les générations. Les exemples dont on pourrait parler, parce qu'il allait dans le Var, issu du mouvement associatif, au passage,
J'évoquais tout à l'heure dans les coulisses, parce que nous bavardions un peu, une expérience qui m'a vraiment surpris et que nous avons soutenu au niveau de la Ligue, c'est par exemple un ciné-club. Le ciné-club de l'Orgue, de 300 spectateurs qui régulièrement venaient se faire plaisir en regardant des films. Et puis bon, le ciné-club c'est le débat. Donc on commence à choisir des films qui mettent en évidence quelques problématiques, que nous puissions nous emparer, discuter, etc. Et un jour, ils en sont venus, il n'y a pas si longtemps que ça, se dire, mais bon, on partage des choses, on s'approprie des problèmes, on essaie ensemble de raisonner, de discuter, de se nourrir de ça, mais pourquoi on ne va pas plus loin et le faire ensemble? Ils ont choisi, parce que ça s'est trouvé comme ça, 2 axes. L'axe du soutien scolaire pour des enfants en voie de marginalisation ou de difficultés scolaires. Ils ont monté une opération d'accompagnement en disant avec la mairie, ils se sont débrouillés, etc. Et l'autre volet, c'était justement le lien intergénérationnel. C'est de ça que je veux parler. Et ils sont allés à dire, ben, réalisons une résidence intergénérationnelle. Hein, quelques adultes de 40-50 ans prenant fait et cause pour se vivre ensemble, se partage, avec d'autres personnes bien plus âgées qui se sont dit, après tout, pourquoi pas créer une coopérative de production pour essayer de trouver des moyens, en trouver un lieu, une automaterie, c'est-à-dire une ancienne usine de fabrication, c'est à l'Orgue, hein, c'est pas loin de Salaire, de fabrication des tomates, vous savez, pavement provençal. Ils ont créé une coopérative des futurs résidents, sur un acte volontaire, et ils ont réfléchi ensemble ce que ça allait signifier, ce vivre ensemble dont on parle. Et d'une façon d'éthique. Ils ont créé une charte éthique qui permet de réunir tout ça dans la perspective d'habiter, de faire une expérience de vie formidable. Voilà. Donc je pense, je reviens à ça, je me dis, ça c'est peut-être une alternative à je vais jusqu'au bout de mes moyens physiques et demain je finirai ma vie dans un EHPAD. C'est pas tout à fait non plus vivre à domicile, jusqu'à quand, hein, l'accompagnement social de ça est relativement limité. À partir de ce moment, on ne peut plus vivre. Voilà. Donc c'est des recherches communes dans un vivre ensemble nouveau d'une collectivité qui se solidarise et qui crée, peut-être par petits groupes, peut-être au plus petit, demain au plus grand, des expériences alternatives d'un vivre ensemble nouveau. Allez. Enfin, moi je voulais parler de grand-maman, puisque c'était ça. La crainte que j'ai, c'est que c'est vrai qu'on manque de moyens pour mettre les gens dans des EHPAD, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'un EHPAD, mais ils ont surtout besoin de gens qui viennent les visiter. Voilà. Et donc le risque qu'il peut y avoir, c'est que si on arrive à augmenter les retraites, diminuer les EHPAD, je ne sais pas comment on pourrait y arriver, les gens se disent, ben, ils sont bien, ils sont peut-être bien matériellement, mais ils ne seront sûrement pas bien psychologiquement parce qu'ils ont besoin de visites. Ensuite, alors, ouais, puisqu'on était là et qu'on a parlé un peu de nous, de temps en temps quand même, parce qu'on nous a demandé de venir. Hein. Je crois qu'il est très important pour que on puisse s'entendre avec sa petite fille, et déjà c'est qu'on se soit entendu avec son fils, déjà c'est déjà pas mal, et puis bien sûr avec sa compagne. Et puis je crois qu'il faut arriver à avoir un projet commun, et une vision commune sur les grands problèmes. Je ne crois pas qu'on puisse avoir de très bons rapports avec quelqu'un, surtout par exemple maintenant, hein, quelqu'un qui a des idées qui sont contraires à ce pourquoi on s'est battu pendant longtemps, même si c'est sa petite fille ou son petit-fils, je ne suis pas sûr que les liens seront vraiment sincères et profonds. Alors c'est important cette idée du projet commun. Justement, est-ce que la société et la volonté politique est là pour justement créer ce projet commun, pour justement faire le lien au sein même d'un pays entre les générations? C'est-à-dire qu'on parlait de retraite tout à l'heure, c'est vrai qu'à partir du moment où on part en retraite, on se dit bon bah ça y est, il est en retraite, il est hors société. Est-ce qu'on ne peut pas justement réintégrer les plus anciens dans une sorte de projet comme les plus jeunes et dans une idée de transmission par exemple au sein de l'entreprise par exemple? Oui, il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là. Cela dit, moi je ne pense pas que l'État doive intervenir non plus trop profondément dans les liens familiaux et personnels et se mêler de problématiques trop intimes. Mais je crois qu'effectivement, on est quand même confronté à quelque chose, vous l'avez souligné tout à l'heure, je vais reprendre là-dessus, qui est quand même très nouveau, qui est ce problème de la dépendance. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose, et de la dépendance, disons, prolongée, c'est-à-dire
Donc aujourd'hui, on a affaire, donc parce qu'on vit plus vieux, disons, pas simplement aux maladies chroniques, mais à la simultanéité des maladies chroniques qu'on arrive à stabiliser médicalement, mais qui font que il y a des situations de multipathologie qui sont assez compliquées. Et c'est vrai que c'est très frappant qu'on a vécu, disons, deux quinquennats où on a passé à pieds joints au-dessus de cette question qui était déjà posée il y a 10 ans, hein, de comment est-ce qu'on prend en charge le risque dépendance. C'est quand même assez extraordinaire de voir 2 quinquennats complets où on zappe complètement. Et je crois que c'est absolument une grave erreur parce que c'est un facteur anxiogène dans la société française. C'est-à-dire que les gens se demandent mais comment est-ce qu'on va faire? Déjà, il y a cette génération pivot que vous avez décrit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire les gens dans le fond qui ont votre âge, qui s'occupent à la fois de leurs enfants, de leurs petits-enfants et parfois de leurs parents plus âgés. Et là, c'est la solidarité familiale qui fonctionne en termes de transfert financier concrètement. Mais donc il y a cette anxiété de se dire mais c'est pas viable comme ça va être trop cher. En fait, si on arrivait à socialiser les sommes, c'est pas hors de portée. C'est vrai que pour les familles c'est une charge importante, mais si on arrivait à socialiser, à construire quelque chose de solide, on y arriverait. Je veux dire, il y a des pays qui ont construit des systèmes de solidarité dépendance, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais il y a cette... je sais pas, c'est sûr que c'est un sujet, disons, qui n'est pas très porteur, c'est un peu angoissant pour tout le monde, donc je ne sais pas si les 2 candidats en parlent ce soir, on découvrira ça tout à l'heure, ça m'étonnerait. D'ailleurs, je n'ai rien vu dans les programmes sur ce sujet-là. Or, c'est quand même un vrai problème, parce que, bon, d'une part, ça crée cette anxiété, ça crée une épargne de précaution qui est très très forte en France. Et puis, il y a juste un autre point que je voulais aborder, qui rejoint justement aussi l'interrogation que vous aviez, c'est que en France, on a tendance à se reposer sur une réponse technique au problème. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on va robotiser, on va faire de la surveillance à distance avec des bracelets électroniques, on va installer des rails dans tous les hôpitaux pour pouvoir soulever les gens sans les toucher, surtout sans les toucher, dans des conditions de sécurité maximale, etc. Bon, il y a toujours un peu, là pas un rêve, je dirais, mais un délire technologique. La technologie va répondre au problème du grand âge. Moi, j'y crois pas du tout, je crois à la relation, aux soins. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez avec quelle dérision la question du soin avait été traitée il y a 5-6 ans quand le thème était venu un peu dans les réflexions théoriques sur les politiques sociales en France. Mais pourtant c'est ça la question, c'est la question du soin. C'est comment prendre soin, et en particulier de personnes dont il faut respecter encore l'autonomie morale, même si elles ne sont plus en pleine capacité physique. Et donc, bon, c'est ce défi-là qu'on n'ose pas aborder, et je pense que plus on recule le sujet, plus on se complique les choses. Oui, je voulais aller dans ce sens, et tout à fait d'accord avec cette idée que ce n'est pas que la solution matérielle. Vous avez évoqué l'exemple de l'élévateur ou de la lumière qui va rentrer dans les halls de pâtes. Ce n'est pas que ça. Bien entendu, c'est les conditions dans lesquelles l'accompagnement individualisé, personnalisé peut être fait. Il est prévu par la loi de 2002, il va y avoir cet accompagnement individualisé de la personne, prendre la personne dans ce qu'elle est et dans ses droits jusqu'au bout de sa vie. Voilà. Or ça, il y a là une rupture entre les intentions et la réalité. Et je dis qu'aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui qu'il est capital de sensibiliser les citoyens à ce problème-là. Avec le CRERA, comité de recherche éthique et de reconnaissance des aidés, c'est une association départementale qui s'est créée, à laquelle j'ai participé, qui s'est créée il y a une dizaine d'années, justement pour que cette plateforme de rencontre entre des professionnels du soin et de l'accompagnement qui vivent mal, que ce soit un médecin coordonnateur, un aide-soignant, etc., d'EHPAD, qu'ils soient publics, privés, associatifs, qui vivent mal cette relation qu'ils n'ont plus avec le patient, c'est pas un patient, c'est un résident, n'est-ce pas? Et non plus parce que c'est plus possible, parce qu'il y a une organisation collective de ça qui tue
le suivi individualisé de la personne. Et au fur et à mesure que ça prend de l'âge, les personnes âgées rentrent dans une forme de résignation, de surcroît, elles ne réclament plus, elles ne sont plus en révolte. Et donc finalement, qui dédouane aussi ce personnel qui est souvent exemplaire, bien sûr, il donne ce qu'il peut, mais ce n'est pas sa faute, n'est-ce pas? Et il se crée des situations de maltraitance institutionnelle. Et ça, c'est insupportable pour tout citoyen. Voilà ce que je voulais dire. Alors on peut développer encore plus là-dessus. J'évoquais le CRERA qui a fait une marche de 250 mètres il y a un an, c'était au mois de juin l'année dernière, pour essayer de sensibiliser les citoyens. Je crois que quand on discute avec un citoyen, je prends ce terme, il est générique, qu'on explique ce qu'il en est, il y a un réveil de la conscience. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant de faire 250 km. Je pense qu'il faudrait que... Voilà. Alex ? Écoutez, moi, je suis pas mal le ton qu'on est en train de prendre. Moi, tout simplement, quand je suis avec Valentine, je suis content. Voilà. Je crois, et je n'ai pas d'arrière-pensée en me disant que ça serait bien quand je serai vieux qu'elle vienne me porter une orange ou je ne sais pas trop quoi. Donc je crois que ce qui est important, c'est les souvenirs qu'on peut avoir ensemble. Samedi, on va aller voir un truc extraordinaire qui est le match du RCT contre Pau. Voilà, donc j'espère qu'on va gagner. Et je suis ravi de voir qu'elle s'imprègne du RCT, c'est pas que ce soit une culture extraordinaire, mais je trouve que ce qu'on partage le plus, c'est des moments de plaisir, on essaie de partager des souvenirs, et dans la relation grands-parents avec Pépé, puisque c'est comme ça qu'elle m'appelle, et puis petite fille, il y a tout ce souvenir commun qui, je l'espère, restera et fera que c'est l'avantage aussi de se dire qu'on peut perdurer à travers des souvenirs. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis le fait d'avoir un projet commun, si vous voulez, ça me fait penser à un iceberg, en gros. Il y a une partie immergée, qui, on va dire que c'est peut-être Valentine, c'est encore nous quand même, il ne faut pas se mettre au fond. Mais l'avantage, c'est si elle arrive à briller, si nous on arrive à être vivants, c'est parce que dessous, il y a toute une partie immergée qui est faite de souvenirs, de malheurs qu'on a eus, et qui fait qu'on trouve un équilibre et que la petite partie qui sort s'appuie sur tout ce qui est dessous. Et voilà, donc moi c'est bien. Tu veux dire quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? Métaphore iceberg, non? Ah non, mais je m'y connais pas trop en retraite, un truc comme ça, mais je sais pas trop quoi rajouter, là, ça a été bien. Bah justement, vous allez peut-être nous aider. Est-ce que vous avez des questions, justement, sur ce que vous venez d'entendre, sur d'éventuelles thématiques qui n'ont pas été abordées? N'hésitez pas. Notre équipe d'experts est là pour vous. Non, juste peut-être une question avec vous, Karim, parce que ça c'était important quand on parlait justement du livre, des marionnettes et aussi du sport probablement. Il y a toujours aussi, dans ce projet commun, quand les générations échangent de nouveau, il y a toujours effectivement un médium. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le truchement d'un petit objet qui fait que, voilà, les relations peuvent se refaire, etc. Et même si on oublie après totalement le médium, la lecture, etc. Mais c'est pour ça que votre exemple était très intéressant. Et je pense que c'est comme ça aussi que vous travaillez, vous, dans votre art, via le théâtre, mais via aussi les marionnettes. Oui, c'est un médium, c'est un moyen de communication, on l'appelle objet tiers, on l'appelle parfois objet transitionnel, parce que c'est... la marionnette, parfois, elle ne sert... C'est l'art de la marionnette. Mais la marionnette, c'est pas seulement pour manipuler une marionnette, c'est pour communiquer avec l'autre, à travers un objet, là où je ne peux pas dire directement la chose. C'est pour ça que la marionnette a une valeur psychologique très importante. C'est pour ça qu'on utilise maintenant la marionnette, par exemple, comme moyen de travail psychosocial avec les réfugiés, par exemple, pour tisser les liens entre les gens, pour les liens, même entre les gens de différentes
vision politique qui étaient dans leur pays en guerre. Maintenant, ils sont là dans une situation de réfugiés. Alors, quand il y a un moyen de communication, le moyen, ça casse peut-être l'agressivité ou bien la violence ou bien je sais pas, ça casse le face-à-face, le face-à-face direct. ce qui est vraiment, ce qui aide beaucoup à voir et à voir des choses dans l'autre différemment, d'un point de vue vraiment différent, à travers quelque chose, à travers un miroir, une réflexion différente. Jean-Jacques, vous avez quelque chose à dire? Non, j'attendais s'il y avait des questions. Ça serait bien d'échanger aussi. Oui, voilà. Je voulais rajouter aussi, parce que je partage tout ce que vous avez dit concernant ces relations transgénérationnelles. Je voulais souligner aussi qu'il y a le problème dans le cadre social de la mobilité professionnelle, qui fait que, effectivement, enfants, parents, voire grands-parents sont éloignés les uns des autres. Et si on peut souligner que les nouveaux médias maintenant, Internet ou bien Skype ou bien en fait, Facebook, etc., effectivement, sont un moyen de communication qui sont fondamentaux. Il n'en demeure pas moins qu'on l'a souligné aussi, il y a la part de l'humain. Et ça, la part de l'humain, je pense que c'est ce qui manque le plus, parce que même si on communique, téléphone, etc., la part de l'humain n'y est pas. Et ça, personnellement, moi, c'est ce qui me frappe le plus et ce qui m'atteint le plus. Et quand on parlait de solitude, il y a la solitude parce que peut-être certains sont décédés autour de soi, mais il y a aussi cette solitude du fait que enfants, parents, etc. sont éloignés les uns des autres. Et pour moi, c'est le problème. Comment, effectivement, essayer de réduire cette distance, et, parce qu'elle se pose à moi, comme elle se pose à beaucoup d'autres. Donc, vraiment, c'est le souci que j'ai en priorité. Et je vois le grand-papa, le grand-père, le pépé, avec sa petite-fille, et je trouve ça fantastique, parce que de moins en moins, cela existe. On nous a dit que nous étions des dinosaures. Des dinosaures. Mais parce que, en fait, vous avez la chance d'habiter aussi au même endroit, proches les uns des autres. Et ça, c'est imparable. Je veux dire, c'est le facteur essentiel aussi. Bien. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je viens de revenir à Toulon pour ma retraite, justement. Et je viens d'entendre madame et vous, monsieur, qui parlait effectivement de partager avec les enfants ou d'autres structures que je ne connais pas cette communication avec la lecture. Eh bien écoutez, moi je vous dis ce soir que je serai très heureuse d'être une bénévole avec vous. Très bien. Et ensuite, je vous parlerai de la folle parce que j'en ai bénéficié quand j'étais jeune à Toulon. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. 2 ou 3 mots après. Là, on a... Madame vient de reprendre les termes qu'on a dit. On a beaucoup parlé finalement de famille biologique. Oui, c'est ça. Mais on peut créer des filiations, j'allais presque dire, de cœur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas longtemps, ce terme. Le parrainage. Voilà. Et le simple, alors je connais tout à fait les limites du rôle que peut avoir une lectrice bénévole dans le cadre de Lire et Faire Lire, mais quelque part, pas toujours, pas avec mais pour certains enfants, on peut, pour un petit bout de temps, remplacer l'image du grand-père ou de la grand-mère qui n'est pas là. C'est très court, c'est très petit, mais c'est une image. Il m'arrive d'aller faire quelques tours à Carrefour et d'entendre, puisque je suis entre autres choses, dans une école du centre-ville,
près du cours Lafayette, en promenant à Carrefour, j'entends des mamies lecture, coucou. Je ne connais pas les parents, hein, puisque les parents on ne les voit pas, enfin très très peu. Mais l'enfant reconnaît, l'enfant établit un lien. Alors, je ne fais aucune comparaison avec une filiation biologique, surtout qui marche très bien, pas ce que je veux dire. Mais on peut aussi avoir envie de créer ce type de relation. Et pour, j'en profite, pour revenir sur les aspects, il faut un médium, etc. J'interviens aussi dans une école toulonnaise qui accueille des enfants handicapés, de différents handicaps, et notamment des sourds. Et là, je voudrais à ce propos souligner l'implication des instituteurs. Ils ne sont peut-être pas tous comme ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la demi-heure, le directeur d'école a souhaité que Lire et Faire Lire intervienne dans son école. Donc pendant une demi-heure, des enfants sourds écoutent une histoire. Et en même temps, cette histoire, elle est traduite par l'institutrice en langage des signes. Donc les enfants ont à la fois un son, puisqu'ils sont quand même appareillés, ils ont un implant, mais ils ont également le son, le signe, et après, ils se jettent sur les images, et on retrouve très bien, parce qu'ils parlent, et on retrouve très bien l'histoire, ils l'ont très bien suivi, ils ont tout compris. Donc voilà, là c'est bizarre, mais pour des sourds, le livre est un médium. Absolument. En tout cas, merci si vous venez nous rejoindre. Oui, je voulais rajouter ceci. Il y a beaucoup d'expériences dans le département de la sorte qui se fédèrent, qui se nouent, etc., dans le domaine de la solidarité. Par exemple, il y a les petits frères des pauvres qui ils sont assez nombreux pour faire des visites dans des personnes complètement isolées. À domicile, il y a les opérations de voisinage aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu quelques reportages, quelques articles, et ça commence à se créer sur Toulon. C'est la solidarité d'une rue à destination des personnes âgées qui sont seules, etc. Il faut regarder, tiens, aujourd'hui, pourquoi les persiennes ne sont pas ouvertes? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Bon, ceci, c'est organisé de manière très sérieuse. Il y a ce type d'exercice. À mon avis, ça a deux sens. D'abord, ça permet de créer des liens avec des personnes qui sont dans la solitude, mais ça permet aussi l'expression d'une solidarité formidable qui, par elle-même, est très instructive pour engager finalement un élan toujours de plus en plus grand de solidarité. Il y a bien d'autres choses aussi qu'on prend du temps à développer, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Hein. Il y a une situation qui, de mon point de vue, va vers une forme aggravée hein, de problématiques touchant à la dépendance. On ne va pas y revenir, bien sûr, mais il y a quand même des essais, des expériences. On peut, malgré tout, bon, l'homme, si on est là, je pense qu'on croit, pour l'homme et la femme, pardon, excusez-moi, à l'être humain, dans sa capacité, même dans les situations les plus difficiles, de se lever et de marquer une solidarité. Oui, vous avez une question? Non, c'est pas une question, c'est juste un commentaire, parce que entre aller écouter, enfin aller au RCT ou faire des marionnettes ou transmettre de la lecture, je crois qu'on transmet vraiment ce qu'on aime. Je crois que c'est surtout ça la question, et que les petits-enfants soient tout près ou qu'ils soient loin, ça n'empêche pas quand même de transmettre des choses, même aux petits-enfants qui sont loin. Je pense que ce sont des choses qui se créent au fur et à mesure des rencontres quand même, parce que c'était comme s'il y avait deux types de relations grands-parents et petits-enfants. Ceux qui sont dans la grande proximité dans la même ville, et ceux qui sont très éloignés. Mais même si on est très éloigné, effectivement, ça n'empêche pas de raconter une histoire quand on se retrouve, ça n'empêche pas de transmettre quand même les choses qu'on aime, parce qu'il y a quand même des temps partagés. On peut faire du jardin, on peut faire des tas de choses, on peut faire du gâteau. C'est le temps, c'est avoir l'envie d'être ensemble qui fait qu'on transmet quelque chose. Je crois que c'est de ce côté-là que ça se passe. Marc-Olivier, pourquoi on a toujours aussi le sentiment d'une défiance entre les générations?
peut-être par méconnaissance. Comment vous l'expliquez? Parce que ce qu'on voit depuis ce soir, c'est-à-dire que chacun a un discours très, très optimiste, pour reprendre votre mot, et vous aussi, dès le début, vous m'avez dit non, les relations ne se détériorent pas, au contraire. Alors pourquoi on a toujours ce sentiment-là que les jeunes peuvent se méfier des plus anciens et vice-versa? Non, mais en même temps, il y a des conflits, il ne faut pas le cacher. Justement, on en a parlé tout à l'heure, j'ai entendu guerre de génération. Wow. Mais comment on peut définir cette guerre de génération, ce conflit de génération? Comment ça se matérialise? Moi, je ne pense pas qu'il y ait une guerre générale, mais il y a quand même des points de conflit. Il peut y avoir des tensions qui sont liées aussi aux contraintes de l'éducation. Mais je vais vous prendre un exemple qui m'a frappé récemment, qui est un peu politique, c'est le référendum britannique sur le Brexit. Je ne sais pas si vous avez regardé le vote par classe d'âge. C'était tout à fait frappant que les retraités avaient voté pour sortir de l'Europe, alors que les jeunes britanniques avaient voté pour rester dans l'Europe. Et donc on arrive dans une situation où il faut bien dire que les vieux britanniques ont privé les jeunes britanniques de l'accès à la liberté de circulation en Europe, ce qui est quand même quelque chose de très violent. Et donc là, on est quand même dans une situation de conflit, parce qu'on ne voit absolument pas ce que les retraités britanniques gagnent à sortir de l'Europe. Pour vous dire franchement, ils vont même y perdre en termes de niveau de vie très, très prochainement. Et en revanche, on voit très bien tout ce que les jeunes britanniques perdent du fait de perdre Erasmus, les subventions européennes pour les universités, la mobilité, le droit d'installation, la citoyenneté européenne. Enfin, c'est quand même monstrueux, quoi. Donc il y a quand même des tensions entre les générations, parce que les âges n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas la même vision politique, la même vision de l'histoire, la même projection dans l'avenir. Donc il y a quand même des tensions. Mais alors, je peux dire d'ailleurs d'un mot, il y a un débat qui fait rage entre les économistes pour savoir si il y a, disons, une génération sacrifiée ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des inégalités économiques entre les générations? Et les économistes ne sont pas d'accord. Il y a des économistes qui pensent que en fait, les générations d'après-guerre ont connu un développement économique, bien sûr, extrêmement favorable, l'État-providence, le plein emploi, la croissance d'après-guerre, etc. Et que les générations arrivées sur la vie économique à partir des années de crise, dans le fond, ont bénéficié beaucoup moins de cette perspective. Et puis il y a d'autres économistes qui disent non, mais si on fait les calculs, en fait on ne peut pas faire un bilan par génération, parce que comme la société dans son ensemble s'est enrichie, en fait les générations qui sont arrivées après effectivement n'ont pas eu la facilité d'accès au travail, elles n'ont pas eu le plein emploi, etc. Mais elles bénéficient quand même des avancées de l'ensemble de l'économie, du progrès technique, le progrès médical, l'allongement de la durée de vie, les nouvelles technologies, etc. Donc on ne peut pas faire un bilan génération par génération, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tirer le trait en disant voilà, il y a les plus, les moins, et puis il y en a qui sont gagnants et d'autres qui sont les perdants. Donc d'un point de vue global, on ne peut pas dire ça. N'empêche qu'il y a aussi des ressentis sociaux, c'est-à-dire on sait que c'est, disons que la promesse de perspective, disons cette inquiétude qui est très qui est très particulière à notre époque, c'est-à-dire l'idée, est-ce que mes enfants auront une situation meilleure que la mienne? Et bon, c'est connu, finalement c'est ça, cette inquiétude, ce que disent beaucoup de personnes qui sont à la retraite, c'est de bon, finalement nous, on s'en sort à peu près, on est inquiet pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais cette inquiétude, justement, elle se traduit aussi par cette forme de sollicitude et concrètement aussi par des transferts monétaires, très, très concrètement, qui sont plus forts aujourd'hui que jamais. Et donc il y a aussi des formes de solidarité qui viennent compenser ces tensions sociales et économiques qui existent aussi. Donc finalement, moi je ne pense pas que
D'ailleurs, en fait, personne ne veut d'une guerre. C'est-à-dire que personne, même les économistes, il y a un économiste en particulier qui parle beaucoup de génération sacrifiée, c'est Louis Chauvel, qui a fait beaucoup des études d'ailleurs très très sérieuses, économétriques, démographiques, etc. Mais il bute toujours sur une chose, c'est que s'il y avait vraiment, disons, ce sentiment collectif des générations plus récentes d'être perdantes, ça cristalliserait un sentiment générationnel. Or, ce sentiment n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de revendication. Il n'y a pas de parti jeune, par exemple, en France, où il n'y a pas de parti des trentenaires. Mais il y a des pays où il y a des partis de retraités. Hein, aux Pays-Bas, par exemple, en Suède, il y a des partis de retraités. Donc, disons, il n'y a pas de crise. Personne ne veut jouer dans cette guerre de génération, et je pense que c'est plutôt heureux. Cet exemple de l'Angleterre, me paraît très intéressant parce que ça me rappelle un peu au Liban, dans notre système électoral qui est pourri, il y a une problématique qu'on peut voter à partir de 21 ans, pas à partir de 18 ans. Mais pourquoi? Parce que c'est très important. Les jeunes de 18 à 21 ans, ils votent normalement indépendants, autonomes, parce qu'ils sont pas encore rentrés dans le marché du travail. Alors le marché du travail qui est très bien contrôlé par le système confessionnel, alors ils peuvent voter beaucoup plus librement que les autres. Et si on voit par exemple les manifestations des partis de gauche au Liban, on voit les âges moins de 21 ans, les adolescents, les 18 ans, et puis les retraités, qui ne sont pas soumis au système confessionnel, qui ne sont pas soumis au marché du travail, parce que les autres ne peuvent pas vraiment penser autrement. Alors là, on voit qu'il y a une tranche d'âge au Liban, parce qu'au Liban, en fait, le système politique est très très différent. Il n'y a pas la gauche et la droite, il y a l'extrême droite et l'extrême droite qui sont... oui, il y a un peu la petite gauche qui essaye de rester laïque. C'est pour ça, la laïcité chez nous a notre valeur. Alors, l'âge chez nous, dans le système politique, ça joue vraiment beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une question? Je pense que notre conférence, notre soirée va toucher à sa fin. Et si vous êtes d'accord, je pense que la dernière question, on va la tourner vers Valentine. C'est pas une question piège, je vous rassure. Non, j'ai réfléchi pourtant, mais j'en ai pas trouvé. Non, en fait, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on te disait, j'ai envie de te tutoyer depuis tout à l'heure évidemment, mais qu'on te disait oh, quel monde on te laisse. Est-ce que toi tu as ce sentiment-là ou au contraire eh bien, tu laisses vivre les choses, ou tu as déjà une idée prédéfinie des choses? Alors c'est une bonne question parce que... Non, pas dans le sens où je sais pas quoi répondre, parce que c'est vraiment une question que je me pose souvent, que j'ai posée à mes parents par exemple. Je me dis, mais est-ce que je suis une génération pourrie? Est-ce que ma génération, est-ce qu'il va m'arriver que des malheurs dans ma vie? Est-ce que... voilà. Bon, on m'a dit, tu m'as dit, toi, non, papa, on m'avait dit, ben non, je pense que ça, elle m'a dit toutes les générations jeunes avaient cette impression-là, et je pense pas qu'on vive dans un monde pourri. Je pense que justement c'est ma génération et les jeunes qui peuvent faire bouger les choses, parce que on l'a dit, vous l'avez tous dit là, que les jeunes font beaucoup de choses pour faire changer les choses, et ces dernières années je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est assez importante chez les jeunes, la façon de voir le monde, je la trouve très intéressante. Et donc, même, moi, à mon âge, je peux un peu rien faire, en fait. À 14 ans, je peux un peu rien faire pour changer le monde. Mais bon... j'attendrai. Non, mais je sais pas quoi rajouter, dans le sens où...
je pense pas qu'on vit dans que ce soit une génération pourrie. Je pense qu'on peut faire évoluer les choses. Et il y a toujours eu des mal. Alors, je pense pas que le monde dans lequel on vit maintenant soit pire que le monde dans lequel on vivait il y a 50 ans, quoi. 50 ans, c'était bien pire. Oui, je pense que ça va changer en bien. On est une génération qui va faire bouger les choses, je pense. Ouais. Alors merci à tous. C'est l'autre génération qui est pourrie plutôt. Merci à Jean-Jacques Céris, président de la Fédération des œuvres laïques du Var, à René Salle, bénévole du projet Lire et faire lire, à Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova, à Karim Dakroub, metteur en scène du spectacle Le Bal des Rêves, demain et après-demain aux Libertés, Alex Massari, à 19h, Alex Massari et Valentine Massari. Merci à vous et merci à vous de votre présence et de votre énergie. On l'a ressenti. Merci, belle soirée. Merci.